Bienvenue à Tout droit vers la générosité, le podcast juridique et fiscal de France Générosité. Vous souhaitez enrichir votre culture juridique liée à la générosité? Vous êtes au bon endroit. Actualité, décryptage, partage de bonnes pratiques, on vous raconte tout. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Sarah Bertaille, directrice juridique chez France Générosité. Bonjour à tous, je suis Anouk Marchalan, juriste chez France Générosité. Aujourd'hui, nous allons parler rescrit. Alors, qu'est-ce qu'un rescrit? Un rescrit peut être défini comme un acte unilatéral par lequel l'administration interprète les règles de droit au regard de la situation particulière d'une personne physique ou morale que l'on appelle le demandeur. La procédure de rescrit constitue à ce titre un dialogue formel avec l'administration. Mais quelle est l'origine de la procédure de rescrit, Sarah? Alors, en effet, sous l'Empire romain, un rescrit ou rescriptum est une réponse écrite de l'empereur sur une question de droit à la demande de consultation d'un magistrat, d'un gouverneur de province ou d'un particulier. Donc, il s'agissait déjà ici, à ce moment-là, de traduire une préoccupation de sécurité juridique. Un peu plus tard, le Code de droit canonique définit le rescrit comme l'acte administratif donné par écrit par l'autorité exécutive compétente et par lequel, à la demande de quelqu'un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce. Donc, c'est les canons 59 et suivants. Et l'apparition des rescrits tels qu'on les connaît aujourd'hui date vraisemblablement de la fin des années 80, inspirée par les rulings anglo-saxons. Et il y en a dans tous les domaines. Oui, effectivement, le rescrit peut émaner de différentes autorités et il est essentiellement connu dans le domaine fiscal. Nous pouvons notamment évoquer le rescrit fiscal général qui est prévu par l'article L80B du livre des procédures fiscales. Ce rescrit fiscal général, il permet à tout contribuable d'interroger l'administration fiscale sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal, et ce, en vue d'obtenir de l'administration fiscale une prise de position formelle. Cette prise de position, elle engage l'administration vis-à-vis du contribuable qui est à l'origine de la demande. Le titulaire du rescrit ne pourra par conséquent pas être redevable d'impositions supplémentaires qui seraient fondées sur une appréciation différente de la situation qui lui a été soumise. Ce rescrit garantit le redevable contre un changement de doctrine. Alors, outre les rescrits fiscaux qui sont listés à l'article L80B du livre des procédures fiscales, il existe d'autres types de rescrits, dont un rescrit qui est spécifique aux organismes faisant appel à la générosité. Et c'est l'objet de notre podcast de ce jour. Alors, le rescrit peut aussi être administratif. Par exemple, une collectivité territoriale peut demander au préfet de se positionner sur une question de droit portant sur un projet d'acte. Donc, c'est l'article L 1116-1 du Code général des collectivités territoriales. Autre exemple, le rescrit legs et donations. Donc, une association peut demander au préfet de se positionner sur sa capacité juridique et non pas sa capacité fiscale à recevoir un legs ou une donation. On parle du rescrit legs et donations, donc qui est fixé par l'article 111 de la loi du 12 mai 2009. Autre exemple, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, peut aussi produire des rescrits lorsqu'elle est interrogée par un intéressé préalablement à la mise en place d'une opération, et donc ce afin de vérifier la conformité de l'opération envisagée au règlement de l'AMF. Ce sont les articles 121.1 et suivants du règlement de l'AMF. L'AMF, d'ailleurs, elle publie ses rescrits sur son site internet. Enfin, nous pouvons évoquer le rescrit social. Donc, le rescrit social, c'est un usager qui directement ou par le biais de son représentant, un avocat ou un expert comptable, par exemple, peut saisir l'URSSAF pour l'interroger sur la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale. Donc, c'est l'article L 243-6-3 du Code de la sécurité sociale. Alors attention, un rescrit ne doit pas être confondu avec un avis. En effet, le rescrit est conçu comme une garantie et il est à ce titre opposable à l'administration, qui ne pourra pas le remettre en cause s'il est invoqué par son titulaire, mais dans la limite de la question posée, bien entendu. Vous l'aurez compris, le rescrit est individuel. Seul le titulaire du rescrit, autrement dit le bénéficiaire de la prise de position, peut s'en prévaloir. En effet, l'administration s'est prononcée au regard d'une situation donnée. Donc, ceci étant rappelé, nous allons nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement au rescrit fiscal mécénat qui peut être diligenté par une association ou une fondation. Quelle est la base légale de ce rescrit spécifique?
Depuis la loi Aliagon, qui date du 1er août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux fondations, les associations et fondations donc peuvent solliciter un rescrit sur le fondement de l'article L80C du livre des procédures fiscales, et ce afin de s'assurer qu'elles relèvent bien de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, pour le bénéfice de la réduction d'impôt qui est réservée à leurs donateurs. Vous avez dû le relever, j'ai bien dit, les associations ou fondations peuvent solliciter un rescrit. Celui-ci n'est donc pas obligatoire. Cela signifie que le rescrit n'est pas un préalable à la collecte de dons, donnant lieu à un avantage fiscal. En effet, dès lors que votre organisation répond aux critères de l'éligibilité au mécénat prévus par le Code général des impôts, elle peut émettre des reçus fiscaux. Pour résumer, le rescrit n'est pas obligatoire, mais il constitue, comme nous l'avons évoqué avant, une garantie contre les changements éventuels de doctrine fiscale. Avant de vous parler de la procédure en elle-même, rappelons justement quels sont les critères de l'éligibilité au mécénat. Nous en avions parlé dans un précédent podcast. Au terme des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, seuls certains organismes visés dans ces articles peuvent recevoir des dons donnant lieu à avantage fiscal, et en particulier les œuvres ou organismes d'intérêt général présentant un des caractères limitativement énumérés au B du 1 de l'article 200 et 238 bis du Code général des impôts. Et donc, c'est dans ce cas que l'administration fiscale pourra être sollicitée. Alors, un organisme est d'intérêt général s'il présente l'un des caractères énumérés par la loi qu'on vient d'évoquer, donc philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Donc, c'est assez large, vous l'aurez compris. Deuxième critère, l'organisme doit être une œuvre d'intérêt général, c'est-à-dire qu'il doit être géré de façon désintéressée, ne pas exercer d'activité principale lucrative au sens fiscal et ne pas fonctionner au profit d'un nombre restreint de personnes. En outre, les activités doivent être exercées en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, sauf cas particuliers. Donc, les cas particuliers dans lesquels on peut exercer une activité en dehors de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, ce sont les actions humanitaires, les actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que les actions en faveur de la protection de l'environnement naturel et les actions scientifiques. Donc, assez simplement, l'administration fiscale va regarder si ces critères fixés par la doctrine sont respectés. Si l'on s'intéresse maintenant à la procédure, une association qui souhaite faire appel à la générosité et recevoir des dons donnant lieu à un avantage fiscal peut s'assurer de son éligibilité au mécénat en interrogeant l'administration fiscale. Pour ce faire, elle va répondre à un questionnaire qui est accessible en ligne sur le bulletin officiel des finances publiques, le BOFIP. L'association va devoir répondre à un certain nombre de questions dans ce questionnaire qui est composé de 6 parties. Alors, la première partie du questionnaire vise à identifier le demandeur du rescrit. Donc, ça peut être le représentant statutaire de l'association, l'organisme, un salarié ou un mandataire, par exemple un avocat. La deuxième partie du questionnaire, pour sa part, vise à identifier l'organisme. Dénomination sociale, siège social, son appartenance éventuelle à une fédération, son objet statutaire et sa situation à l'égard des impôts commerciaux. La troisième partie du questionnaire vise à connaître la composition de l'organisme. Alors, d'une part, ses membres, en indiquant le nombre de membres, leurs droits de vote, par exemple, leurs droits de manière générale au regard des statuts, en nommant les membres de l'organe dirigeant, ainsi que leur rémunération éventuelle. Et d'autre part, les salariés, en indiquant leur nombre, leur rémunération, les avantages en nature, le cas échéant, et les fonctions éventuelles au sein du conseil d'administration. Dans la quatrième partie du questionnaire, l'organisme va décrire précisément ses activités et les projets en cours. La cinquième partie du questionnaire est consacrée aux aspects financiers. Il s'agit ici d'indiquer les ressources de l'organisme par catégorie, donc les dons, les cotisations, les prestations de services, et l'existence éventuelle d'un secteur lucratif, par exemple si l'organisme dispose d'une boutique en ligne. Enfin, dans la dernière partie du questionnaire, le champ est libre. Il est intitulé « Observations complémentaires ». Cette partie permet d'argumenter dans le sens du respect des critères de l'intérêt général. Nous ne pouvons que vous recommander de bien rédiger cette partie qui sera le cœur de votre argumentaire.
Alors, bien sûr, il convient de joindre à ce questionnaire un certain nombre de documents. Les statuts, tout d'abord. Nous vous recommandons également de joindre les 3 derniers rapports d'activité, les 3 derniers comptes annuels, et puis, bien entendu, tout document qui vous paraîtrait utile. Par exemple, les comptes rendus d'un événement que vous avez organisé, ou alors les agréments dont vous disposez. Votre demande, elle devra être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à la direction départementale des finances publiques du siège de l'organisme. Vous pouvez également la remettre en main propre, mais pensez bien entendu à faire signer un reçu le cas échéant. Alors, si la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmettra sans délai au service compétent et bien sûr, il va en informer l'auteur de la demande. Si la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires à l'administration pour statuer, l'auteur de la demande est invité, donc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à produire les éléments manquants. Une fois que cela est fait, l'administration dispose d'un délai de 6 mois pour répondre à la demande de l'organisme. Ce délai court à compter de la date de réception par le service compétent ou à la date à laquelle le dossier est considéré comme complet. Attention, il n'est pas possible d'émettre des reçus fiscaux dans cette période de 6 mois. Plusieurs situations sont envisageables. Premièrement, donc l'administration ne répond pas dans les 6 mois. Donc, on considère que cette absence de réponse vaut accord tacite. Dans ce cas, on se trouve dans la même situation que la deuxième, c'est-à-dire que l'administration fiscale répond positivement à la demande. Et cette décision, donc, est opposable. L'organisme peut s'en prévaloir tant que sa situation n'évolue pas. Troisième cas, c'est l'administration fiscale qui répond négativement. Cette réponse doit bien entendu être dûment justifiée par l'administration. Et si l'organisme ne partage pas l'avis de l'administration, il a la faculté de solliciter un second examen dans les conditions qui sont prévues à l'article L80CB du livre des procédures fiscales. Donc, le cas échéant, dans le cadre de ce second examen, l'administration va revoir sa position de manière collégiale. Ce ne sera donc plus un seul contrôleur qui va examiner la demande, mais plusieurs personnes de différents grades qui n'ont pas eu à examiner précédemment la demande, conformément au principe de neutralité. Le demandeur, il dispose d'un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la réponse de l'administration à sa demande initiale de rescrit pour solliciter ce second examen. Le contenu de cette demande est le même que la demande initiale, dans la mesure où il s'agit d'avoir en fait un second avis. La demande de second examen doit être adressée au service à l'origine de la réponse initiale, selon les mêmes modalités que la demande initiale, c'est-à-dire en recommandé avec accusé de réception ou par remise directe contre décharge. Dans le cadre de ce second examen, l'organisme peut demander à être auditionné, mais cela n'est pas automatique, donc il conviendra de le solliciter. Le collège se prononce dans un délai de 6 mois et le service dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen va donc notifier au contribuable, donc au demandeur, à l'association en l'occurrence, par lettre recommandée avec avis de réception, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège. Cette délibération du collège ne peut pas faire l'objet d'une demande de réexamen. La réponse initiale cesse, quant à elle, de produire ses effets. Si la réponse de l'administration est négative et si l'organisme choisit tout de même de délivrer des reçus fiscaux, il encourt en toute connaissance de cause l'amende qui est prévue à l'article 1740A du Code général des impôts, à savoir une amende égale au montant de la réduction d'impôt en cause qui est calculée sur une assiette constituée par les sommes mentionnées dans les reçus, c'est-à-dire 60 ou 66%. Notre recommandation est bien entendu de revoir sa demande de rescrit et de corriger les fondements de la décision négative rendue par l'administration fiscale, puis de déposer une nouvelle demande réinitialisée, c'est-à-dire avec des éléments nouveaux. Vous l'aurez compris, la procédure de rescrit n'est pas une procédure simple, d'autant qu'il a pu être constaté que parfois l'analyse du contrôleur inclut des critères d'efficacité, voire même parfois une appréciation du message véhiculé par l'organisme. Nous ne remettons pas en cause l'intérêt du rescrit, mais nous recommandons au préalable de faire auditer sa situation par un expert qui pourra faire, le cas échéant, des propositions avant de déposer son dossier de demande de rescrit. Chez France Générosité, nous portons des propositions pour faire évoluer la procédure en ouvrant notamment le collège et nous souhaitons que les rescrits soient publics afin d'offrir plus de lisibilité aux organisations. À suivre donc, mais d'ici là, nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. À très bientôt donc. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez sur notre site francegénérosité.org toute l'actualité juridique et fiscale du secteur de la générosité et sur l'espace membre des fiches pratiques,
des études et d'autres ressources complémentaires. À bientôt!